Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me démasque quelques secondes, j'espère Alain que tu ne m'en voudras pas, pour vous accueillir à Imagine, l'Institut des maladies génétiques, mais bien plus largement dans notre groupe hospitalo-universitaire APHP Centre Université de Paris, pour accueillir aujourd'hui un séminaire un peu spécial qui est donné par le professeur Alain Fischer autour de la vaccination. Les racines de ce séminaire, c'est la mise en place à Imagine en tant qu'IHU de l'obligation vaccinale, ayant considéré qu'en tant que IHU, nous avions vraiment la même vie qu'un établissement de santé, notre établissement de santé, l'assistance publique hôpitaux de Paris, et que par conséquent, comme en grande partie l'INSERM, comme souvent l'université, nous devions être assimilés à un établissement de santé, imposant l'obligation vaccinale, mais l'imposant dans une grande pédagogie avant tout, avant quelconque répression que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle on a invité Alain aujourd'hui. Alain Fischer préside depuis le 3 ou 4 décembre, tu me diras, 2020, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement français. Il a été nommé le jour même ou la veille du jour de la visite du président Macron à Imagine. Je rappelle qu'il a présidé avant un comité qui ne savait pas encore le SARS-CoV-2, mais qui préfigurait son rôle majeur dans la vaccination en France, qui était le comité d'orientation citoyenne sur la vaccination de l'enfant et du nourrisson. Pas accessoirement du tout, Alain est un cofondateur d'Imagine et l'a dirigé avec beaucoup de talent avant moi. J'ai 3 remerciements à faire. D'abord à toi, Alain, d'avoir accepté ce jeu que tu vas faire en questions-réponses, mais avec une en-tête que tu vas nous donner. Deuxièmement, aux équipes de transmission de communication, d'informatique, d'Imagine qui font le tour de force de diffuser très très largement ce séminaire. Et puis à Laure Boquet, Maya Villelec, Serge Morel, la direction de Pompidou et la direction de la HEGP, d'avoir fait en sorte que ces séminaires puissent aller au-delà non pas des murs, il n'y a pas de murs à Imagine, mais au-delà du périmètre d'Imagine. Alain, tu as la parole pour 1 heure, sauf accident. Merci Stan. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je pense que nous sommes à un moment assez charnière du contrôle de l'épidémie de SARS-CoV-2, l'épidémie de Covid-19. On va y revenir largement. La vaccination est l'élément majeur de ce contrôle. Il n'est pas le seul. La vaccination sans les mesures barrières, je pense, on aura l'occasion d'en reparler, ne serait pas suffisante, mais sans vaccination, nous serions plus en difficulté. Aujourd'hui, je vous rappelle quelques chiffres, brièvement. Environ 85% des personnes éligibles à la vaccination en France, c'est-à-dire âgées de plus de 12 ans, ont reçu au moins une dose de vaccination. Donc, très vraisemblablement, dans très peu de temps, auront reçu une vaccination complète, ce qui place la France dans les tout premiers pays au monde en termes de vaccination. Donc, c'est un succès dont on peut se réjouir, mais en même temps, considérer une certaine fragilité parce qu'il y a encore des personnes très âgées, des personnes malades, des personnes en situation de précarité sociale qui ne sont pas vaccinées et qui sont exposées à des formes graves de Covid. Mais c'est le contexte où nous sommes aujourd'hui et évidemment a été mis en place cette obligation vaccinale des professionnels de santé qui n'a pas été mis en place pour enquiquiner les gens. Personne n'aime les piqûres, je n'aime pas les piqûres. Personnellement, petite confidence immédiate, j'ai reçu maintenant un rappel parce que je suis dans la classe d'âge, je suis susceptible de recevoir un rappel. Je n'aime pas les piqûres, mais j'ai eu mes 3 piqûres de vaccin. Ça s'est passé très, très bien. Donc, la piqûre, personne ne les aime, mais néanmoins, je pense que c'est un acte assez anodin. Pour plus de détails, bien sûr, on y revient dans un instant. Je voudrais essayer, je sais que beaucoup de questions ont émergé, j'en ai lu déjà certaines, et puis je pense que vous en aurez d'autres. Toutes les questions sont libres, bien évidemment. Vous pouvez poser absolument toutes les questions, même celles qui sont dérangeantes. On verra qu'il y en a quelques-unes, mais je vais essayer d'y répondre. Mais avant, je voudrais essayer d'une certaine façon de synthétiser les questions que les personnes non encore vaccinées se posent. On a le droit d'hésiter, même si ça fait plusieurs mois que la vaccination contre le Covid est promue. On a le droit d'hésiter et il faut répondre aux questions. Je voudrais synthétiser les questions et penser qu'à travers toutes les questions dans le détail, on essayera d'y répondre. Mais en gros, ce qu'on peut entendre, ce sont les questions suivantes. La première, pourquoi me vacciner? Je suis jeune, relativement jeune.
et en bonne santé. Donc, en gros, je ne risque pas d'avoir une maladie grave avec le Covid. Deuxième question, pourquoi me vacciner puisque le vaccin n'empêche pas de se contaminer, ne t'empêche pas d'être malade, voire d'être hospitalisé. Bien sûr, on précisera tout cela. Troisième question, dans ma pratique quotidienne en tant que professionnel de santé, je me protège et je protège les patients parce que je fais très attention, je porte un masque de façon très stricte, je me lave les mains, je respecte toutes les distances nécessaires, donc je n'ai pas besoin de me vacciner. On a entendu ce genre de propos, on les entend. Quatrième type de question, ce vaccin a été préparé très rapidement, trop rapidement, pour l'interrogation. Comment me rassurer sur le fait, sur les risques possibles d'événements indésirables, d'effets indésirables, notamment à moyen et long terme, question qui revient souvent. Cinquième question qui est liée, les vaccins ARN, comme vous le savez, ce sont les vaccins principaux qui sont utilisés actuellement. Peut-être qu'ils entraînent des modifications du génome, on est à Imagine, c'est un sujet pour Imagine, on va voir ce qu'il en est, qui pourrait provoquer des cancers, ou bien si une femme enceinte provoquer une malformation chez le fœtus, ou bien chez une femme, on a entendu ce genre de choses, entraîner une stérilité ou entraîner des troubles menstruels, des troubles endocriniens. Sixième question, est-ce que la vaccination massive telle qu'elle est promue aujourd'hui en France et dans d'autres pays de par le monde n'a-t-elle pas pour but de faire en fait gagner beaucoup d'argent à l'industrie pharmaceutique, alors qu'en même temps on négligerait des thérapeutiques par des médicaments qui sont connus et peu onéreux? Vous voyez immédiatement quels médicaments je peux penser, et on y reviendra parce que la question a été posée. Septième question, la dernière. L'obligation s'oppose au principe de la liberté individuelle, référence par exemple à la loi en termes de santé, référence à la loi Kouchner de 2002, et donc, en gros, est illégale. Comment pouvez-vous nous imposer une telle obligation? Donc, on va essayer d'aborder toutes ces questions, d'y répondre. Je pense, encore une fois, il est légitime de se poser des questions, mais il est légitime d'écouter les réponses et d'en débattre si nécessaire. Je voudrais, avant d'entrer dans le détail, ajouter ma question que j'adresse à tout le monde, qui est la suivante. Imaginons, et ce n'est pas malheureusement une hypothèse inenvisageable, aujourd'hui nous n'ayons pas de vaccin. Je vous rappelle qu'il y a des maladies infectieuses, paludisme, sida, bien d'autres, même la tuberculose, le vaccin est très peu efficace, pour lesquelles malgré excusez-moi, des dizaines d'années de recherche pour certains, nous n'avons toujours pas de vaccin. Donc il aurait pu arriver que nous n'ayons pas de vaccin. Où on en serait aujourd'hui? Combien de morts supplémentaires? Je peux vous donner des estimations. Où en serait-on en termes de nombre et d'intensité de confinement? Où en serait-on dans notre vie économique, dans la vie de chacun tous les jours? Je pense qu'il est important que chacun d'entre nous réfléchissions une seconde selon ces perspectives. Donc voilà, à mon avis, le cadre des questions. C'est bien que vous avez. Donc, à mon avis, voilà le cadre. Je pense que dans l'heure qui vient, on a le temps d'aborder toutes ces questions. Encore une fois, je suis prêt à répondre à toutes les questions de tous ordres. Et à vrai dire, j'ai plutôt envie de commencer par celles qui fâchent le plus. Allons-y franchement, avant d'aller dans d'autres questions qui sont plus du domaine de l'information. Donc, les questions qui fâchent le plus sont directement liées à l'obligation vaccinale, évidemment. Donc, je vais les prendre une par une, telles qu'elles m'ont été transmises. Et puis, Stan, s'il y en a d'autres sur ce sujet, je suggère que tu me les transmettes. La première, c'est un ordre chronologique, j'imagine. Bien sûr, je ne sais pas qui a posé cette question, mais l'important, c'est d'y répondre. Je la lis. L'immunité collective est un leurre pour les variants du SARS-CoV-2. Dans ce cas, pourquoi continuer à exiger la vaccination obligatoire, y compris pour les publics non sujets aux formes graves? À vrai dire, ça croise déjà, à mon avis, deux des questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, est-ce que l'immunité collective est un leurre? Peut-être. L'immunité collective, je vous le rappelle, c'est le fait qu'en ayant atteint un certain niveau de protection de la population, soit par vaccination, soit par le fait qu'on a été malade et qu'on a une immunité naturelle contre le virus ne trouve plus de cible et que donc l'infection, l'épidémie s'éteint d'elle-même. C'était envisageable de façon réaliste au début de l'épidémie, disons début 2020, parce qu'on a pu déterminer que le niveau de transmission du virus qui circulait à l'époque, le variant virus dit Wuhan, la ville d'origine du virus, avait un coefficient de reproduction, c'est-à-dire qu'une personne infectée, en gros, en infectait 3 autres. La réalité a changé, comme vous le savez, au fur et à mesure du temps, des variants sont apparus,
Et aujourd'hui, le variant qui prédomine de façon qui est presque exclusive d'ailleurs en France, c'est le variant dit Delta, et la transmissibilité, la contagiosité de ce variant par rapport au variant initial est au moins double, et elle est équivalente à celui du virus de la varicelle. C'est-à-dire qu'il est infiniment plus contagieux, et de ce fait, pour arriver à obtenir une immunité collective, il faudrait en gros vacciner 90-95% de la population. Donc ça devient difficile. Alors est-ce que du coup, il faut laisser tomber la vaccination? Évidemment non, et je dirais c'est même l'inverse. C'est-à-dire plus le virus est transmissible, et plus d'ailleurs il est agressif, parce que le variant Delta est un peu plus agressif que l'étaient les variants précédents, plus il faut se vacciner. Même si on n'arrive pas à faire disparaître complètement ce virus, plus il y aura de personnes vaccinées qui seront protégées contre l'infection, qui seront protégées contre les formes graves de la maladie. Et je rappelle que les vaccins dont nous disposons aujourd'hui sont efficaces sur ce variant Delta. Il y a des multiples données épidémiologiques en France et à l'étranger qui sont convergentes pour dire que le niveau de protection contre l'hospitalisation et les formes graves dépasse 90%, je dis bien 90%. C'est un tout petit peu moins efficace sur le fait d'être infecté, de l'ordre de 60 à 70%, mais ça reste encore significatif. Donc, profitons de cet avantage de limiter le nombre de personnes gravement malades, de personnes hospitalisées, de personnes qui risquent de mourir. Je vous rappelle que malheureusement, c'est une maladie mortelle. Je vous rappelle qu'en France, si vous avez oublié ce chiffre, il parle quand même, c'est que depuis le début de l'épidémie, depuis début 2020, environ 115 000 personnes sont mortes de cette maladie, beaucoup de personnes âgées, mais quand même environ 5 000 personnes âgées de moins de 60 ans, donc relativement jeunes, y compris, heureusement, très rarement, quelques enfants. Donc c'est l'inverse. Moins on a de chances d'arriver à l'immunité collective, plus il faut vacciner pour protéger un maximum de personnes, éviter les formes graves et éviter d'encombrer les hôpitaux. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a eu de fortes vagues de la maladie, non seulement il y avait des malades Covid qu'il fallait prendre en charge dans nos hôpitaux, mais en plus, pendant ce temps-là, il fallait décaler, reprogrammer toute une série de soins non urgents et donc aux dépens des soins des personnes. Donc, c'est voilà pour cette première question. Deuxième question. Cette vaccination obligatoire n'est-elle pas illégale au vu du nombre de lois qu'elle viole? Article 16-1 du Code civil, article 36 du Code de déontologie médicale, je dis, loi Kouchner, j'ai fait allusion, de 2002, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Convention européenne des droits de l'homme. Toutes ces lois ou conventions font allusion à un principe de base qui est évidemment très juste, qui est que chacun est maître de sa santé. Okay. Mais il a été très clairement établi, je dirais d'abord sur un plan éthique, puis sur un plan légal, l'un suivant l'autre, que lorsque l'intérêt collectif est en jeu, cet intérêt collectif supplante l'intérêt individuel. Il y a plusieurs avis en France du Conseil constitutionnel, par exemple, au moment de l'obligation vaccinale pour les enfants, et à nouveau très récemment, après que la loi concernant l'obligation vaccinale ait été votée, qui estime parfaitement légal de prendre une mesure d'obligation vaccinale qui est fondée, c'est ça qui compte, sur le bien collectif, à partir du moment où l'acte préconisé, donc la vaccination, est proportionné et qu'il est efficace et avec des risques extrêmement faibles, ce qui est exactement la situation actuelle. Cela a été, encore une fois, conforté à plusieurs reprises et donc il n'y a pas de contradiction réelle avec les différentes lois qui ont été évoquées, qui sont, je le répète, simplement hiérarchiquement en dessous des lois qui président les conditions de bénéfices collectifs. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Et de façon très spécifique, si on pense aux professionnels de santé, dont on souhaite évidemment ardemment qu'ils se protègent, qu'ils ne tombent pas eux-mêmes malades pour leur bien-être personnel, pour le bien-être aussi, ne l'oublions pas, du système de soins, puisqu'une personne en bonne santé peut travailler, ce n'est pas tout à fait négligeable face à la tension hospitalière déjà évoquée, et puis parce que le vaccin, il protège contre la transmission. Pas parfaitement, certes, mais il protège contre la transmission. Donc, autrement dit, se vacciner pour un professionnel de santé, c'est protéger les personnes vulnérables dont on s'occupe. Il ne faut pas oublier que parmi ces personnes vulnérables, il y en a un certain nombre qui, malgré la vaccination, ne sont pas pleinement protégées. Des personnes très âgées ou qui ont été vaccinées déjà depuis 6, 7, 8, 9 mois, je vous les rappelle, c'est un autre sujet. Des personnes immunodéprimées, par exemple, on sait malheureusement que la moitié des sujets qui ont reçu une transplantation d'organes ne répondent pas à la vaccination. Donc c'est comme si on n'était pas vacciné. Donc ces personnes-là, pour les protéger, en attendant quelques éléments thérapeutiques qui arrivent,
la seule façon de les protéger, c'est que leur entourage, donc y compris leur entourage de professionnels de santé qui s'occupent d'eux, soient vaccinés. Et malheureusement, il y a plusieurs exemples que je connais qui sont des drames d'infection nosocomiale où des patients, par exemple transmontérénaux, ont été hospitalisés pour une autre cause, n'avaient pas de Covid, ont contracté le Covid au contact du système hospitalier et en sont décédés. Et ceci est juste inacceptable. Et ce principe-là explique que le principe d'obligation vaccinale s'impose au profit du bien-être collectif, aux dépens de la liberté individuelle. Nous n'avons pas la liberté de contaminer les autres, si je veux dire les choses directement et brutalement. Et ça fait partie de l'éthique de tout professionnel de santé, me semble-t-il. Troisièmement, trouvez-vous que le consentement à l'acte médical qu'est la vaccination soit libre et éclairé lorsqu'une telle pression politique, propagande, discrimination au travail et dans la vie de tous les jours est mise en œuvre? C'est un peu la même question d'une autre façon. Je pense que la discrimination au travail et dans la vie quotidienne, elle se résout très simplement par 2 injections de vaccin. Il faut quand même remettre les choses à leur place. J'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas me faire piquer. Enfin, ça prend 1/10 de seconde. On ressent pratiquement rien. Règle, on peut avoir le lendemain de la fièvre, être un peu mal foutu, mais c'est tout. Donc, il faut mettre les choses en proportion. Et si on fait ça, on n'a aucune forme de difficulté. On peut continuer à travailler comme il faut, en ayant d'ailleurs confirmation de son sens des responsabilités et aussi d'exemplarité à l'égard de nos concitoyens sur l'importance de la vaccination. Donc, je pense qu'il y a une disproportion entre les éléments qui sont mis en avant de discrimination, de propagande, que je qualifierais d'information. Après tout, si on peut qualifier que ce que je suis en train de faire, c'est de la propagande, j'aurais plutôt envie de dire que c'est une information, une tentative de réponse aux questions que je répète légitimes, beaucoup liées malheureusement à la circulation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, mais enfin, tentative d'explication de données qui sont scientifiquement fondées. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je continue, Stan, à dérouler ce que j'ai sous les yeux. D'accord, ou de réaction. Parfait. Quatrième, la vaccination obligatoire n'est-elle pas illégale, vu que les vaccins n'ont pour l'instant qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et dont les essais cliniques ne seront pas finis au moins, enfin disons avant en 2022 ou plus loin? Alors, réponse, c'est absolument pas illégal. Plusieurs points. D'abord, juste au passage, même si ça ne concerne pas la France, sachez que le vaccin Pfizer, celui qui est le plus utilisé, a maintenant une autorisation définitive aux États-Unis et que ça ne va pas tarder de suivre en Europe. Les autorisations temporaires permettent des utilisations pleines et entières. Il faut savoir que la différence aujourd'hui entre l'autorisation temporaire, qui court encore peu de temps, et l'autorisation définitive, ce sont des informations complémentaires sur le suivi des sujets vaccinés en termes de sécurité, ce qui est naturel, et en termes d'efficacité au bout d'un certain nombre de mois. Mais on est pratiquement arrivé au recueil de toutes ces informations, et je répète qu'on peut tout à fait utiliser une autorisation temporaire pour un produit de santé, en l'occurrence un vaccin, pour le rendre obligatoire à partir du moment où ces caractéristiques sont satisfaisantes, ce qui est le cas tant en termes de sécurité qu'en termes d'efficacité. On peut ajouter, je pense que chacun des professionnels de santé qui m'écoutent, beaucoup d'entre eux en tous les cas ont en tête que nous utilisons tous les jours à l'hôpital des produits qui n'ont pas une autorisation de mise sur le marché définitive, des produits, dans le temps on appelait ça sous forme d'ATU, j'ai oublié le terme actuel, si quelqu'un là qui vient à l'esprit, aidez-moi. ATU, ça veut dire que c'est un produit avec une autorisation temporaire. Et beaucoup de médicaments, y compris les médicaments nouveaux, je pense que je vais y revenir dans un instant, les médicaments nouveaux qui commencent à être utilisés en traitement du Covid sont sous forme aujourd'hui d'autorisation temporaire. Et heureusement qu'on les a. S'il fallait attendre l'autorisation définitive, à nouveau, où serions-nous demain? Question suivante. Le refus de se soumettre à l'obligation vaccinale bouleverse bien davantage les vies des personnes que le fait de tomber malade du Covid. L'un, la maladie, est naturelle, l'autre est le fait des décisions humaines. Quand va s'arrêter l'hubris des hommes qui pensent qu'ils peuvent maîtriser, à ce point de vue, les vies de leurs semblables? Bon, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec cette affirmation. Il me semble que le fait de tomber malade, si on tombe gravement malade, certes, rarement si on a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, mais ça arrive. Il y a des personnes absolument en bonne santé de 20 ans, de 30 ans, qui sont tombées gravement malades, qui ont fait des séjours en réanimation.
douloureux. Beaucoup de témoignages sont sortis de la part de ces personnes. Quelques personnes en sont décédées. Et puis je rappelle que même parmi les personnes jeunes sans facteur de risque, le risque de développer ce qu'on appelle un Covid long, c'est la persistance de symptômes, de fatigue, de grande fatigue, de douleur, d'autres manifestations cliniques est loin d'être négligeable. C'est de l'ordre de 5 à 10% minimum. Donc moi, je ne considère pas que ça bouleverse moins la vie que le simple fait d'être vacciné. Je répète, ces 2 injections prennent chacune une seconde. Si on prend le temps d'aller se faire vacciner, etc., on va ajouter quelques minutes, mais enfin, un geste pour le moins bénin, et d'ailleurs que nous, professionnels de santé, avons tous vécu au préalable. Je vous rappelle que la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire. Heureusement, ça permet d'éviter des formes extrêmement sévères d'hépatite B chez des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Donc, ce qui est vrai pour l'hépatite B, qui ne semble pas poser de problème, heureusement, il n'y a pas de raison que cela pose de problème à l'égard du Covid. Et enfin, l'hubris des hommes. Écoutez, malheureusement, il suffit de regarder ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans plusieurs territoires français un peu lointains, les Antilles, la Polynésie, comme vous le savez, je pense que tout le monde l'a entendu dans les médias, faute de vaccination, parce que pas plus que en Guyane aussi, pas plus de 30% malheureusement dans ces territoires de la population est vaccinée. Eh bien, il y a eu ces derniers jours, ces dernières semaines, une poussée, une vague, comme on dit, mais cette fois-ci une déferlante, un tsunami de Covid absolument dramatique, avec des centres hospitaliers qui se sont retrouvés complètement débordés, la nécessité de transférer des patients vers la métropole et un nombre de morts énorme. Il y a eu, ce n'est heureusement plus tout à fait le cas, parce que cette vague est en train de décliner du fait d'un confinement strict qui a été mis en place, obligatoire dans ce contexte. Eh bien, mais il y a eu dans les semaines précédentes des jours où le pourcentage de décès, parmi tous les décès de Covid de la France, représentés par ces territoires, a été jusqu'à 30, 40 ou 50%, alors qu'ils ne représentent que moins de 2% de la population française. Donc malheureusement, cette situation dramatique vécue aux Antilles, dans une moindre mesure en Guyane et en Polynésie, témoigne de ce qui se passe lorsqu'on laisse, entre guillemets, l'immunité naturelle se faire, et si on ne se vaccine pas. Je pense que personne d'entre nous et personne d'entre vous n'a envie de vivre cela d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, la seule solution, à contrario de ce qui s'est passé dans ces territoires, c'est la vaccination. Si tu remontes d'un cran à la question précédente, quelqu'un dans la discussion te relance sur la question de l'autorisation en disant « Oui, les traitements qui ont une autorisation conditionnelle sont utilisés, mais pour un certain nombre de patients. Or, ici, il est administré à toute la population. » Oui, c'est vrai. C'est une remarque juste, mais c'est tout à fait juste. C'était juste pour indiquer qu'on pourrait largement utiliser des médicaments qui sont encore à autorisation temporaire. Et je répète qu'on n'est pas loin de l'autorisation définitive pour ces vaccins. C'est déjà le cas aux États-Unis pour le Pfizer, et que l'autorisation temporaire, elle a été mise en place justement parce que les bénéfices ont été montrés d'une façon absolument indiscutable de ces vaccins, avec des risques extrêmement minimes. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, pour un bénéfice, je l'ai déjà évoqué, j'ai évoqué quelques chiffres tout à l'heure, qui est juste indiscutable. Et donc, je ne vois pas là de point qui doit remettre en cause l'obligation vaccinale, ni sur un plan pratique, réel, d'évaluation médico-scientifique, ni éthique, et donc ni réglementaire ou légal. Quelqu'un qui travaille à Necker et qui me connaît, parce qu'elle me dit « Bonjour Alain », qui me tutoie, et c'est très bien. Je t'avoue que je suis réticent à me faire vacciner, d'autant plus que l'on subit une pression peut-être involontaire de la part de notre encadrement. D'ailleurs, figure-toi que j'ai été convoqué hier après-midi par la DRH et un cadre DRH afin de connaître ma position sur le vaccin. Ben oui, ce que vous ressentez ou ce que tu ressens, parce qu'on se tutoie, même je ne sais pas exactement qui c'est, mais ce n'est pas grave. Ce que tu ressens comme une pression, c'est juste le fait d'essayer de convaincre et d'aller vers le fait que chacun d'entre nous soyons vaccinés, je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour faire en sorte qu'on évite des contaminations, on évite des infections nosocomiales, on évite des choses évitables et qui sont dramatiques pour les personnes concernées. Donc, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Question suivante. Pourquoi sommes-nous invités à nous inscrire sur la plateforme? Nous sommes nombreux à décliner votre invitation. Pour tous nos vaccins obligatoires, ils sont vérifiés par le médecin du travail, qui est la seule personne compétente à nous déclarer apte ou inapte à exercer. La loi est très claire.
qui a été voté par le Parlement qui dit que dans le cadre de la vaccination contre le Covid, l'employé doit déclarer à l'employeur son statut vaccinal. Donc c'est légal et ce n'est pas le médecin du travail qui fait office d'intermédiaire entre l'employé, donc chacun d'entre nous, je suis encore un micro-employé de l'assistance publique, et notre employeur, donc l'assistance publique. Donc, je répète, c'est absolument légal et vous ne pouvez pas vous opposer à cette demande. Donc, en l'occurrence, pour l'assistance publique de Hôpitaux de Paris, il faut s'inscrire sur la plateforme dont j'ai oublié l'intitulé, mais qui pourra être donné tout à l'heure si nécessaire. Alors, autre question. Pouvez-vous faire un point sur les traitements, hydroxychloroquine, azithromycine, ivermectine, etc. Donc, évidemment, derrière cette question apparaît ce que j'ai indiqué tout à l'heure, qui est, avec l'industrie pharmaceutique, vous favorisez objectivement le développement des vaccins pour faire gagner de l'argent à l'industrie pharmaceutique et vous oubliez les traitements qui ne coûtent pas cher et qui sont efficaces. Malheureusement, ce n'est pas exact. J'aimerais que ça soit exact, parce que si c'était exact, on pourrait faire marche arrière. Mais là, on ne peut pas faire marche arrière. Je vais juste vous donner quelques chiffres que j'ai notés avant de venir. C'est le nombre d'essais cliniques qui ont eu lieu, c'est vérifiable sur des sites Internet, qui ont eu lieu pour ces médicaments et qui ont permis de conclure. Et bien sûr, je vais vous indiquer les conclusions. En ce qui concerne la fameuse hydroxychloroquine et l'azithromycine, il y a eu environ, chiffre de près, 250 études dans le monde qui ont testé dans des conditions différentes de la maladie, au début, en prophylaxie, au milieu ou dans les phases plus graves de la maladie, ces médicaments. En ce qui concerne l'ivermectine, qui est un antiparasitaire, il y en a 80. Une autre molécule qui est moins connue en France, mais qui a sa popularité en Asie, c'est le Frapinavir, 60 essais. Et puis aussi des médicaments qui se sont avérés plus intéressants, la plasmathérapie, 130 essais cliniques, les anticorps anti-IL6, 50, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pensez qu'il n'y ait pas d'essais thérapeutiques en cours ou passés qui cherchent à évaluer des molécules, soit des molécules déjà connues ou des molécules nouvelles, je vais y revenir, c'est inexact. Et les conclusions de ces études, même si en France, nous avons eu quelques chantres de ces thérapeutiques avec des molécules existantes, je n'ai pas besoin, je pense, d'être plus précis, malheureusement, ça aurait été bien qu'il en soit différemment, ces médicaments sont inefficaces, totalement inefficaces. Ils sont inefficaces en prévention, ils sont inefficaces après exposition, et ils sont inefficaces une fois qu'on est malade, modérément ou sévèrement malade. Donc, ni l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ensemble ou séparés, ni l'ivermectine, ni le zinc, ni les oligoéléments, ni les vitamines, ni des tas de trucs dont malheureusement on peut trouver la trace, ou l'homéopathie sur les réseaux sociaux, aucun de ces médicaments n'est efficace. Et par ailleurs, il arrive qu'ils soient un peu toxiques. Par exemple, je vais juste prendre l'exemple de l'ivermectine. Pourquoi on parle de l'ivermectine? Parce qu'au laboratoire, in vitro, comme on dit, si on met un peu d'ivermectine sur des cellules et qu'on infecte par le virus, on peut inhiber la réplication du virus, ce qui est plutôt a priori intéressant. Sauf que la dose nécessaire pour obtenir cet effet, elle est de l'ordre de 50 fois supérieure à la dose thérapeutique qu'on administre à quelqu'un que l'on traite avec l'ivermectine comme vermifuge. Et à cette dose-là, on a une toxicité hépatique garantie. Donc, on ne peut pas utiliser cette ivermectine à des doses qui pourraient théoriquement être efficaces. Il se trouve par ailleurs, il y a des données de la littérature scientifique de la semaine dernière qui montrent qu'une série de composés comme l'hydroxychloroquine, vaguement efficaces in vitro, le sont par un artefact. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si les personnes souhaitent des informations, je peux leur apporter ces informations. C'est un phénomène qu'on appelle phospholipidose. Je fais référence à un article paru dans Science la semaine dernière. On est dans l'artefact complet. C'est bien dommage. Tout le monde aurait aimé qu'un des médicaments d'usage courant puisse être aisément utilisé. Ce n'est pas le cas. Et ceux qui prétendent le contraire, continuent de prétendre le contraire, s'opposent aux données scientifiques fondées sur des centaines, voire des milliers d'articles scientifiques et qui sont soutenus, validés par la communauté scientifique, sauf rarissime exception de quelques scientifiques qui, de mon point de vue, ont un tout petit peu quitté le champ de la raison et de la science, d'ailleurs ne s'expriment pas via les réseaux scientifiques, les publications, les conférences, mais s'expriment dans des avis, dans des médias et des réseaux sociaux que malheureusement on ne peut guère soutenir. Il y a des thérapeutiques en cours d'évaluation, il y en a qui ont déjà montré une certaine efficacité. J'ai évoqué l'anticorps anti-IL6 récepteur, qui est
modeste, mais une efficacité dans les formes sévères. Dans les formes sévères, il y a les corticoïdes, ça c'est une réutilisation d'un médicament courant. On vient d'acquérir des données concernant ce qu'on appelle les inhibiteurs de JAK kinase, je ne rentre pas dans les détails, mais qui sont efficaces partiellement sur les formes sévères. Donc les choses bougent. Il y a surtout les anticorps monoclonaux, c'est à partir je vais évoquer le plasma, mais on reproduit au laboratoire des anticorps qui ont été produits par des personnes qui ont guéri du Covid et qui sont très, très efficaces pour neutraliser le virus. Et aujourd'hui, nous disposons de cette arme thérapeutique, les anticorps monoclonaux, qui sont utilisés chez les personnes qui viennent d'être infectées et qui sont à haut risque, comme des personnes très âgées, ou pour peut-être prévenir la maladie chez les personnes qui ne répondent pas au vaccin. Je faisais allusion, par exemple, au greffé d'organes tout à l'heure. Et croire que l'industrie pharmaceutique sacrifierait ces médicaments, c'est juste un non-sens, excusez-moi de le dire. Mais si je prends un point de vue mercantile, et c'est quand même loin d'être le seul dans la discussion ici, mais vendre des anticorps monoclonaux, ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Si demain, on peut espérer que ce soit le cas, tel ou tel industriel met sur le marché un médicament sous forme d'une molécule chimique, ou plusieurs molécules chimiques, ce serait mieux, qui soit efficace sur le virus, ça serait une très bonne nouvelle scientifique, mais ça serait une très bonne nouvelle financière pour le laboratoire. Donc c'est un peu naïf de penser que l'industrie sacrifierait la recherche thérapeutique aux dépens de la recherche sur les vaccins et les succès qu'elle a eu. Alors, je continue. Sauf si non, vas-y, continue. Juste pour dire que nous sommes près de 280, dont 236 merci, à distance. Merci à vous, ceux qui s'intéressaient à ces questions et qui souhaitent réfléchir ensemble. Comment pouvez-vous garantir l'absence d'effet d'une injection de thérapie génique à long terme et surtout d'une génération à l'autre? Si vous ne pouvez pas le garantir, comment pouvez-vous accepter l'obligation vaccinale? Alors, ça revient à poser une question à propos d'un terme ou d'une idée qu'on retrouve très souvent dans les réseaux sociaux non scientifiques, qui est que cette vaccination est une thérapie génique. Donc, ce n'est pas une thérapie génique. J'ai relativement bien placé d'y répondre, parce que j'ai continué à travailler sur cette question. La thérapie génique, ça consiste à effectuer une modification génétique avec un effet durable chez le patient, que ce soit pour compenser une maladie génétique, comme ça peut être fait pour quelques maladies, ou bien pour obtenir, par exemple, une réponse immunitaire forte contre un cancer. Ce n'est pas ce qu'on fait en vaccination. Il y a des points communs, si on veut, mais réfléchissons que ce qu'on veut avec la vaccination, c'est pour un moment donné, très bref, je vais y revenir, induire une réponse immunitaire en utilisant un matériel génétique qui est de l'ARN. Alors, cet ARN, pour ce qui concerne les vaccins Pfizer et Moderna, il faut savoir qu'une fois qu'il est injecté dans le corps, sa durée de vie, si je puis dire, sa persistance dans le corps d'une personne injectée, c'est moins de 3 jours. Et 3 jours après, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ARN. Il faut savoir que les molécules d'ARN sont extrêmement fragiles, ce qui explique d'ailleurs, ce qui est un inconvénient, c'est que ces vaccins, pour pouvoir être conservés durablement, nécessitent une congélation au moins à moins 20 degrés, ce qui est un élément de complexité, notamment pour l'organisation de la vaccination dans les pays du tiers-monde. Donc les molécules d'ARN sont extrêmement fragiles, et elles le sont a fortiori dans notre corps. Donc ces molécules d'ARN, qu'est-ce qui se passe? Un instant de reprise d'informations sur ce point, d'ailleurs ça correspond à d'autres questions posées. L'ARN, il est injecté dans le muscle, il va être capté parce qu'il est contenu dans des toutes petites gouttelettes, des nanoparticules de lipides, de graisse, qui vont fusionner avec la membrane de cellules, et en particulier de cellules importantes pour le système immunitaire, qu'on appelle les cellules présentant l'antigène. À l'intérieur des cellules présentant l'antigène, l'ARN va être considéré comme un ARN de la cellule. Nous avons plein de formes d'ARN différentes dans toutes nos cellules en permanence. C'est un élément essentiel de la vie et en quantité bien supérieure à l'ARN vaccinal. Donc cet ARN vaccinal, il va être, comme on dit en termes scientifiques, traduit, transformé grâce à son code génétique en protéines. C'est-à-dire qu'à partir de la séquence ARN qui permet de coder la spike du virus, qui est cette protéine essentielle pour la fixation du virus et l'infection des cellules par le virus, donc la protéine spike va être présente et va induire une réponse immunitaire puisque c'est une protéine étrangère. Et c'est ainsi que les vaccins ARN fonctionnent. Mais la partie ARN va disparaître en 2-3 jours. Et y a-t-il un risque que cet ARN puisse d'une façon ou d'une autre venir modifier notre génome? La réponse est non. On peut tourner la question sous tous les sens. Cet ARN, il est essentiellement présent dans le cytoplasme, l'ADN, il est dans le noyau. Mais même s'il y en avait un peu dans le noyau, pourquoi pas, pour arriver.
Il ne peut toujours pas se recombiner parce qu'il n'y a pas les éléments nécessaires à la recombinaison qu'il faudrait qu'il s'inclurait. Mais même si ça arrivait, j'accepte déjà une hypothèse plus qu'improbable, il ne se passerait toujours rien parce qu'il n'y a pas d'éléments qui permettraient de transformer en l'ADN, en ARN, et il n'y aurait pas d'événement biologique. Et je l'espère, continuer à vous rassurer concernant l'utilisation de ces ARN, il faut ajouter qu'avant le début de la vaccination contre le Covid, ils ont déjà été utilisés depuis plusieurs années pour essayer de vacciner, pour augmenter les réponses immunitaires de sujets cancéreux. Cela continue d'ailleurs, ces recherches continuent. Et puis qu'on utilise des ARN dans un contexte différent pour certaines maladies rares, porphyrie, certaines formes d'amylose, où d'autres molécules d'ARN sont utilisées, pas pour induire une réponse immunitaire, mais pour modifier l'expression d'une protéine. Et dans ces cadres-là, les personnes traitées reçoivent tous les mois, ce n'est pas juste 2 injections, tous les mois, a priori pour toute leur vie, dans l'état actuel de la connaissance médicale, une quantité d'ARN qui est de l'ordre de grandeur 1000 à 5000, je dis bien 1000 à 5000 fois supérieure à la quantité d'ARN contenue dans le vaccin. Donc vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter particulièrement sur des risques inhérents à l'ARN. Le seul danger, il est exceptionnel, on le connaît, c'est quelques chocs anaphylactiques provoqués par ces vaccins dans les minutes qui suivent la vaccination, d'où la surveillance absolument nécessaire de chaque personne vaccinée pendant 15 minutes, mais passer 30 minutes, et si on veut être très prudent chez des sujets qui sont allergiques, mais sinon, il n'y a pas d'autres éléments qui surviennent. Quelqu'un, je crois d'ailleurs, pose la question des thromboses avec les vaccins ARN. Il n'y a pas de risque accru de thrombose, qu'elle soit veineuse ou artérielle, par rapport à la population générale, et ce, quel que soit l'âge, et ce, y compris chez des personnes qui ont des antécédents de thrombose. Donc, je pense que sur ce plan, il faut être rassuré. On peut ajouter, je prends ces éléments au passage, parce qu'ils malheureusement ils traînent dans les réseaux sociaux, c'est que cet ARN ne produit pas de malformation chez le fœtus, ne produit pas de fausses couches, et chez la femme, avant qu'elle soit enceinte, ne produit pas de stérilité. Il y a beaucoup de femmes vaccinées qui ont eu des bébés depuis, et ne produit pas de façon significative de troubles menstruels. Tout ceci sont typiquement des fake news, malheureusement très répandus dans les réseaux sociaux, mais qui ne sont jamais fondés sur des publications scientifiques, qui n'émanent pas de la communauté scientifique, et c'est la science qui compte, pas les on-dit d'un certain nombre de personnes, y compris de personnes qui n'ont pas de compétences du tout dans le domaine de la science. Une question qui vient de faire éruption sur ce sujet, une question de sémantique. JMR qui te pose la question, on ingère des kilos d'ADN ou d'ARN animal et végétal à chacun de nos repas, il exagère peut-être un peu, mais enfin le principe est là, sommes-nous des OGM? Oui, non, là c'est un peu provocateur dans le sens inverse, mais c'est vrai que tous les jours nous ingérons de l'ADN et de l'ARN en masse, parce que, je ne sais pas, si vous mangez des tomates, dans la tomate, il y a des cellules, et il y a l'ADN végétal et l'ARN végétal. Si vous mangez du beefsteak, idem, etc. Donc, nous ingérons en permanence l'ADN et l'ARN. Mais ces 2 types de molécules d'acide nucléique sont dégradés dans l'estomac et dans l'intestin, donc nous ne recevons pas d'éléments génétiques. Donc, on peut être rassuré sur ce plan, si inquiétude il y avait, mais je pense qu'elle était du 2e degré. Ça me paraît assez évident. Je reprends la question. Le 4 décembre 2020, le président Macron a déclaré que la vaccination Covid-19 ne sera pas obligatoire. Vu ce qui se passe aujourd'hui, doit-on considérer que sa parole n'a pas de valeur? Alors, il est bien de répondre à cette question. On a le droit de se poser la question, mais il faut écouter la réponse. Face à une pandémie et un virus nouveau, les informations arrivent régulièrement. C'est-à-dire que l'état des connaissances au 4 décembre 2020 n'a rien à voir, pas grand-chose à voir, avec l'état des connaissances au 13 septembre 2021. Il y a un petit élément qui a changé entre décembre 2020 et septembre 2021, c'est l'évolution du virus. J'y ai déjà fait allusion. Il y a eu plusieurs variants successifs et aujourd'hui, nous faisons face au variant Delta. Et on l'a vu tout à l'heure, ce variant Delta est infiniment plus contagieux, implique un niveau de vaccination pour contrôler l'épidémie infiniment supérieur à ce que l'on pouvait envisager initialement. Au début, toute l'année 2020 et au tout début de la vaccination, ou si vous regardez et lisez les papiers scientifiques de l'époque qui ont inspiré les propos du président de la République, à l'époque, on espérait qu'avec 70% de personnes vaccinées ou ayant fait l'infection, on arriverait à contrôler l'épidémie. C'était vrai potentiellement avec le virus initial, avec les variants
type alpha, par exemple celui qui prédominait en France encore au printemps, mais ce n'est plus vrai avec le variant delta. Donc il est logique que la parole politique évolue en fonction des progrès des connaissances scientifiques. Il n'en serait pas ainsi qu'alors là, nous serions en droit de critiquer le président de la République, parfaitement en droit de critiquer pour des tas de raisons, mais spécifiquement sur ce sujet, encore une fois, le pouvoir politique doit s'adapter aux connaissances scientifiques avec l'aide, dans la mesure du possible, des experts. Alors justement, à propos des experts, n'avez-vous aucun conflit d'intérêt avec les sphères industrielles, bancaires et politiques? Ouais, bonne question. Mais on sait très bien que d'une manière générale, une façon de tenter de discréditer les experts, c'est vrai dans tous les domaines, c'est leur dire qu'ils parlent à partir de conflits d'intérêts, ce qui est parfois vrai. Ça ne veut pas dire que ce problème n'existe pas. Il peut exister. Mais là, alors, en ce qui me concerne à titre personnel, je n'ai vraiment pas de conflit d'intérêt avec la sphère industrielle. J'ai d'autant moins de conflit d'intérêt avec elle que si pour certains ont la curiosité d'aller regarder, ils s'apercevront qu'il y a environ 2 ans, j'ai été assez critique à l'égard des industries de pharmacie en ce qui concerne les prix des médicaments. Et donc, à l'époque, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on m'aurait attaqué. Non, j'ai envie de dire de façon ironique, évidemment, dommage, mais il se trouve que je ne reçois aucune rémunération ni d'avantage naturel pour ce travail d'expertise. S'il en est de même de mes collègues qui travaillent avec moi au sein du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, et au passage, il en est de même dans le Conseil scientifique que préside Jean-François Delfrécy. Toutes ces personnes, tous ces experts, n'ont pas de lien, ceci est déclaré par ailleurs, n'ont même pas de lien, mais n'ont surtout pas de conflit, et ne sont pas rémunérés pour ce travail, ce qui nous donne une indépendance totale, tant à l'égard évidemment des industriels, mais aussi du monde politique. Donc, je pense que c'est important de rappeler ça. Et à contrario, je pense qu'il serait de temps en temps intéressant d'aller regarder s'il n'y a pas des conflits d'intérêts dans ceux qui attaquent la vaccination ou attaquent d'une manière générale la prise en charge par l'État de l'épidémie. Allez regarder un tout petit peu, je ne vais pas donner de nom, vous les trouverez facilement, un certain nombre d'avocats qui mettent en avant des plaintes systématiques contre le gouvernement. Et est-ce que ces plaintes sont affectées d'une gratuité de la part des plaignants? Est-ce que les avocats éventuellement en bénéficient? Juste un exemple, peut-être une question qu'on peut se poser une fois de temps en temps. Alain, sur ce sujet, oui. Une question sur justement les 2 comités, le comité que tu présides et le comité Delfrécy, appelons comme ça. Oui. Est-ce que vous voyez, vous parlez, ou est-ce que vous avez le principe d'une indépendance? Non, nous travaillons à la fois séparément, mais ensemble. C'est évident que le Conseil scientifique, il a pour mission de conseiller le gouvernement sur, d'une manière au sens large, la prise en charge de l'épidémie à partir d'une expertise, scientifique, qui n'est pas uniquement d'ordre biologique et médical, mais aussi concerne les questions de sciences sociales et humaines, ce qui est essentiel dans ce contexte. Le Conseil que je préside a la même mission concernant la vaccination. Donc évidemment, il y a des points d'interface. Donc nous sommes en contact permanent, et c'est nécessaire, c'est sain. Il arrive une fois de temps en temps, c'est le cas pas plus tard que ce matin, que nous émettions un avis. Là, en l'occurrence, ça concerne ce qui se passe autour de l'école, la protection des enfants à l'école, ensemble. Et nous nous concertons régulièrement, mais la plupart du temps, nous travaillons aussi de façon indépendante. Je continue. Pourquoi devrais-je me faire vacciner n'étant pas une personne à risque avec un vaccin à l'efficacité discutable et avec un risque d'effet indésirable non négligeable? Bon, c'est clair. Il y a 3 termes dans cette question. Je pense qu'il faut les prendre un par un. Premier terme, je ne suis pas une personne à risque, donc je ne risque pas de faire une infection grave. Malheureusement, c'est faux. Bien évidemment, le risque est beaucoup plus faible que si on a 75 ans, 80 ans, ou si on a une surcharge pondérale importante, ou une maladie respiratoire, ou un diabète, etc. Néanmoins, je l'ai déjà dit, je me permets de le répéter, il y a quelques personnes jeunes, en parfaite bonne santé, qui ont fait des formes sévères de Covid, hospitalisées, en réanimation, qui sont même décédées. Et puis, de façon moins rare, il y a des personnes qui développent des Covid longs, qui empoisonnent la vie. Peut-être certains d'entre vous en connaissez, je suis sûr que vous en connaissez, statistiquement, c'est obligatoire, qui font que plusieurs mois encore après avoir été infectés, eh bien, on n'est pas bien, on dort mal, on est crevé, on n'arrive pas à travailler, on a une vie familiale perturbée. Bref, tout ça, ça existe et ça se prévient par le vaccin. Donc, le premier terme de cette question, à mon avis, n'est pas exact. Le deuxième terme, vaccin à l'efficacité discutable. Non, je répète, pardon de répéter, mais de temps en temps, c'est nécessaire.
le niveau de protection contre l'hospitalisation, a fortiori le fait d'aller en réanimation, de mourir du Covid, c'est plus que 90%. Et ça tient, en tous les cas pour les personnes qui ont moins de 65 ans, donc les professionnels de santé qui ne sont pas à la retraite, ça tient au cours des mois, même si ce n'est pas exclu qu'un rappel sera utile, parce que si on peut booster l'immunité, qu'elle soit encore plus forte, c'est une bonne précaution pour l'avenir. Mais on a un niveau de protection qui n'est pas parfait, c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de vaccins qui fonctionnent parfaitement. Et les vaccins contre le Covid, par exemple, fonctionnent bien mieux que le vaccin contre la grippe, et pourtant, on a besoin du vaccin contre la grippe. Ce sont de très bons vaccins. Donc, je répète, il n'y a pratiquement pas de vaccin parfait qui protège à 100%. Protéger à plus de 90% pour les formes graves, c'est un résultat inespéré si on se replace, excusez-moi, 1 an ou 1 an et demi en arrière. Et heureusement que nous avons ce bénéfice. Et je répète que par ailleurs, en ce qui concerne le fait d'être infecté de façon bénigne, sans le savoir, la protection est un peu moindre, mais pas négligeable. C'est quand même 60-70%. Il en est de même pour la transmission. Donc, le deuxième terme de cette question, efficacité discutable, non, elle n'est pas discutable. Elle n'est pas parfaite, mais elle est très bonne. Troisième terme, avec un risque d'effet indésirable non négligeable. À vrai dire, non, je ne peux pas accepter ce terme non plus, parce que quels sont les effets indésirables indiscutablement documentés, je l'ai déjà évoqué, ce sont les exceptionnels chocs anaphylactiques. Quelques cas de tachycardie, et ce n'est pas un effet très grave, parfois la poussée d'un ganglion au niveau axillaire du côté du bras vacciné, qui régresse, et c'est tout. Et c'est tout. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas un seul vaccin, un seul produit médical, quel qu'il soit, qui n'ait fait l'objet d'autant d'utilisation et de surveillance. Aujourd'hui, il faut voir qu'en 9 mois, 3,5 milliards de personnes de par le monde ont été vaccinées. C'est une expérience considérable. De plus, dans l'immense majorité des pays concernés, il y a une surveillance de cette vaccination. C'est le cas de l'Europe occidentale, c'est le cas de l'Amérique du Nord, c'est le cas aussi dans certains autres pays. Une surveillance comme on n'a jamais développée pour rechercher d'éventuels effets indésirables. Alors là, on entre dans une discussion qu'il faut rappeler un instant, et une confusion malheureusement qui existe parfois avec des gens de bonne foi et malheureusement des gens de mauvaise foi qui exploitent cette confusion. La confusion, c'est entre la notion de concomitance, coïncidence si vous voulez, et la notion de causalité. Vous concevez facilement que si vous vaccinez 10 millions de personnes et vous regardez ce qui se passe sur le plan de la santé de ces 10 millions de personnes, mettons dans le mois qui suit, un certain nombre d'entre eux, d'entre elles, excusez-moi, vont développer qui une embolie pulmonaire, qui un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, une maladie auto-immune, etc., parce que statistiquement, sur un très grand nombre de personnes, puis la fréquence qui est connue des différents événements que je viens de citer et d'autres, de thrombose, enfin bref, tout ce que vous voulez, il y a des personnes qui vont tomber malades et des personnes qui vont mourir. Donc, si vous voulez être un tout petit peu de mauvaise foi, vous dites, ben voilà, à l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est l'agence française qui suit attentivement les effets éventuels de la vaccination, eh bien, il y a, j'ai oublié le chiffre exact, peut-être 7 000 ou 8 000 personnes qui ont été déclarées décédées après la vaccination. Donc, si vous êtes comme un certain sociologue qui travaille au CNRS et vous dites, ben voilà, 8 000 personnes sont mortes après la vaccination tue. Mais ça, de la part du sociologue qui devrait savoir ce qu'est une causalité, une concomitance, c'est de la mauvaise foi. Et la réalité, c'est qu'il y a des personnes, évidemment, qui meurent statistiquement dans les semaines et les mois qui suivent une vaccination, parce que sur un très grand nombre de personnes, je le répète, forcément, cela arrive. Et il faut savoir que, pour ce qui est de la France, donc la NSM et l'équivalent dans les pays européens ou aux États-Unis, scrute très attentivement, étudie chacun de ces cas. D'abord, regarde si globalement il y a un nombre excessif par rapport au nombre attendu d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde, etc. après vaccination. La réponse, c'est non. Et sur des situations un peu atypiques, regarde cela de très très près. C'est comme ça qu'ont été détectés les exceptionnels cas dramatiques, malheureusement, mais exceptionnels, de thrombose veineuse survenue après l'utilisation du vaccin AstraZeneca, qui ont concerné une quarantaine de personnes en France. Et on a détecté ces 40 cas, alors qu'il y a eu 7 millions d'injections de vaccins. Ce sont des événements très rares, mais graves. Donc ça a entraîné
comme vous le savez, la décision de ne pas utiliser ce vaccin chez les personnes âgées de moins de 55 ans, parce que c'était un risque chez les moins de 55 ans. Mais si on est capable de détecter des événements rares, ça veut dire que pour les autres, on est capable de dire qu'il n'y a pas d'événement. Donc, il est absolument faux de dire que la vaccination entraîne des morts par milliers. Il y a eu, de ma connaissance, pas aucun mort provoqué par la vaccination, par le vaccin ARN en France. Et il y a, et c'est trop, bien évidemment, ce sont des drames, 11 personnes décédées du fait d'une vaccination par AstraZeneca, qu'il faut mettre en balance avec le nombre de personnes sauvées. Ça va avec la question que j'évoquais au tout début, je demande à chacun encore d'y réfléchir, où en serions-nous sans les vaccins? Des estimations ont été faites, alors on peut toujours discuter des estimations, mais au minimum, aujourd'hui, en France, la vaccination a sauvé 50 000 vies. Je parle ici que sauver des vies directement du Covid, en sachant qu'il y a aussi des vies qui sont indirectement sauvées en permettant aux hôpitaux de fonctionner convenablement, que les gens atteints d'un cancer soient traités en temps et en heure, que quelqu'un qui a un infarctus du myocarde reçoive les traitements adéquats immédiatement, etc., etc. Et je ne parle pas des conséquences sociales et professionnelles de la vaccination. Donc ce troisième terme, j'étais un peu long, mais ça résume beaucoup de questions, je pense. Ce troisième terme est également inexact, et de ce fait, pour les raisons positives évoquées plus tôt, l'obligation vaccinale est justifiée. Alain, il y a deux salves de questions dans des domaines que je vais faire, mais Valérie prend la balle au bon en disant, d'ailleurs, on n'entend plus parler du vaccin AstraZeneca à l'avantage des vaccins ARN. Pourquoi? Alors, d'une part, donc, leur utilisation avait été restreinte pour la raison que je viens d'indiquer tout à l'heure, même si c'est un bon vaccin qui permet un bon niveau de protection. Il faut savoir, donc en France, il y a eu 7 000 injections sur environ 7 millions, excusez-moi, 7 millions d'injections environ du vaccin AstraZeneca sur à peu près 4 millions de personnes. Donc, c'est minoritaire par rapport à l'utilisation pour les vaccins ARN, mais en Grande-Bretagne, un vaccin d'origine britannique, donc ils l'ont utilisé plus tôt que nous. Pas loin de la moitié de la population britannique a été vaccinée. Et globalement, c'est un vaccin efficace qui protège 80 à 90% contre une forme grave. C'est un bon vaccin, mais, c'est un grand mais quand même, il induit ses effets indésirables, même si c'est absolument exceptionnel. Donc si on a le choix, ce qui est le cas aujourd'hui, ça n'était pas au printemps dernier où le nombre de doses était limité, donc il fallait faire tout ce qu'on pouvait pour vacciner avec des vaccins efficaces. Mais aujourd'hui, on a le choix. Nous disposons en quantité suffisante de vaccins ARN qui sont au moins aussi efficaces ou un peu plus efficaces et qui n'exposent pas à ce risque d'accident thrombotique. Il est mieux d'utiliser les vaccins ARN. Et d'ailleurs, on sait aussi, au passage, pour ceux qui pourraient être inquiets d'avoir reçu une vaccination AstraZeneca ou 2 doses d'AstraZeneca, peut-on avoir un rappel avec un vaccin ARN? La réponse est oui, et c'est encore mieux d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle une vaccination hétérologue, en utilisant 2 types de vaccins différents, qui induit une réponse immunitaire au moins égale et peut-être supérieure à la vaccination par le même vaccin tout au long du parcours. 2 salles de questions, je regroupe des questions, les auditeurs ne m'en voudront pas. La première sur les personnes qui ont déjà été infectées. Franck Remelot dit, mais on ne vaccine pas ceux qui ont eu la varicelle. Pourquoi est-il important, une autre personne, Olivier, d'injecter au moins une dose de vaccin chez personne qui a déjà été testée positive il y a quelques mois, mais sans symptômes? Et un chercheur qui a eu le Covid en octobre 2020 et une seule dose de vaccin, doit-il se faire la 2e dose? Donc, au fond, c'est la séquence vaccinale chez les personnes infectées symptomatiques ou non, je résume. Oui, absolument, c'est une question importante. Alors, pourquoi avoir une dose, ça suffit, de vaccin après qu'on ait eu le Covid? On demande un minimum de délai de 2 mois, parce que l'immunité conférée par la maladie est bonne, elle est même vraiment très très bonne, mais elle n'est pas parfaite, et que par contre, la séquence maladie, donc immunité naturelle suivie d'une dose de vaccin, procure alors là une immunité qui est la meilleure possible, bien meilleure que celle liée purement à la vaccination. Donc c'est une situation optimale pour ces personnes pour être protégées très bien et longtemps. Et si à nouveau il faut se mettre dans la perspective où nous sommes, c'est-à-dire d'évolution de variants, avec un variant aujourd'hui qui est très contagieux, un peu plus grave, et on ne sait pas ce qu'il en sera demain, il vaut mieux se protéger de façon optimale, et c'est typiquement ce que fait l'association d'une infection suivie d'une dose de vaccin. Sur les effets secondaires des vaccins, 2 questions groupées, dont Emmanuel, sur l'effet indésirable des myocardites chez l'enfant, description du myocardite chez le jeune garçon. Donc, effet indésirable des vaccins.
Alors, c'est une question, c'est un point important que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Merci, c'était une autre question dans ma liste, mais peu importe. Les myocardites, les péricardites. Il y a de façon relativement rare la survenue au décours de vaccination par les vaccins ARN de myocardite ou de péricardite, dont la fréquence aux États-Unis est relativement élevée. Il y a deux données, ça touche surtout les garçons et après la seconde dose. Et avec des ordres d'incidence entre 1 sur 8 000 et 1 sur 16 000. Les données en France, c'est assez intéressant de voir ce qu'il en est, c'est que les risques apparaissent beaucoup plus faibles, il est de 1 sur 80 000, après les données dont nous disposons. Deux choses à dire. La première, c'est que, évidemment, c'est une conséquence dans ces cas-là de la vaccination, il faut en tenir compte, mais heureusement, d'évolution favorable. Il y a aux États-Unis, où il y a plus de cas qu'en France, mais c'est également le cas en France, des nécessités d'hospitalisation brève, mais pas de décès, pas d'évolution défavorable, guérison complète sur le plan cardiaque concernant ces garçons. La deuxième chose à dire, c'est que ce risque de myocardite, comparé au risque de développer une myocardite ou une péricardite liée à l'infection naturelle, est au minimum 10 fois plus faible. Donc, OK, il y a un risque, petit risque, faible. En France, plus faible, probablement sur des questions ethniques. Il semble que les populations noires soient plus enclines à développer cette complication que les populations blanches, même si on ne sait pas pourquoi aujourd'hui. Donc, il y a un risque qui existe, faible, et en tous les cas très inférieur au risque de développer une complication cardiaque plus grave qui peut laisser des séquelles après le Covid. Donc, à nouveau, ce qu'on appelle, et ce qu'on utilise tous les jours en termes médico-scientifiques sur la vaccination, en médecine en général, l'analyse bénéfice-risque est en faveur de la vaccination si on considère cette problématique de la myocardite qui touche plutôt les jeunes entre 18 et 30 ans, mais aussi des adolescents, d'où une réflexion légitime et des questions qui se sont posées, mais qui aujourd'hui, on peut considérer, sont résolues de par cette analyse bénéfice-risque tout à fait en faveur de la vaccination. Et toujours sur l'enfant, je regroupe deux questions. L'une qui est sur le caractère strict de l'âge de 12 ans. J'ai un enfant de 11 ans en 10 mois. Est-ce qu'il peut attendre? Est-ce que je dois aller le faire vacciner tout de suite? Merci. Et deuxièmement, sur le type de vaccin. Concernant la vaccination des adolescents, Moderna, sauf erreur, a eu l'autorisation pour cette tranche d'âge. Est-il aussi efficace que le Pfizer concernant les formes graves? Pour répondre tout de suite sur Moderna Pfizer, oui, les deux sont efficaces. Les deux sont autorisés pour la tranche des 12, 15 et 16, 17. Il n'y a pas de souci là-dessus. De même, d'une manière générale, ce sont deux vaccins à peu près équivalents. Les analyses continuent là-dessus pour la vaccination en général dans la population adulte. Et s'il y a une différence, s'il y avait, ce serait dans le sens qu'on n'attend pas. Si tout le monde aime le Pfizer, on aime moins le Moderna. La question est peut-être que le Moderna est légèrement supérieur au Pfizer, mais on est dans la nuance. Moi, j'ai reçu du Pfizer, ça va, je ne m'inquiète pas. La question sur le caractère strict de l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans. Pourquoi la barrière de 12 ans? Parce qu'avant d'autoriser à injecter un vaccin à un enfant, il faut effectuer, c'est légitime, ça a été la même chose avant pour les adultes, un essai clinique, ou des essais cliniques où on teste de façon avec tirage au sort à l'aveugle, le fait donc des adolescents en l'occurrence aient reçu le vaccin ou aient reçu un placebo, et on regarde ce qui se passe chez eux en termes de sécurité, en termes d'efficacité. Et donc ces essais ont eu lieu aussi bien pour le vaccin Pfizer que Moderna, et ont permis, à partir de quelques milliers d'adolescents ainsi testés, de déterminer que ces vaccins, dans la limite de l'effectif de ces essais cliniques, étaient sûrs. Ils n'ont observé aucun effet indésirable et une efficacité très bonne, des productions d'anticorps encore meilleures que chez l'adulte, ce qui est évidemment plutôt attendu et évidemment une bonne nouvelle. Mais ça, on a ces données pour les plus de 12 ans, d'où l'autorisation pour les plus de 12 ans, parce que les autorisations ne sont pas données, comme parfois on le croit, de façon légère, parce qu'on aurait été trop vite. C'est un argument qui vient souvent. On a développé les vaccins en 1 an à toute vitesse, on n'est pas sérieux, les choses n'ont pas été contrôlées comme il faut, ce n'est pas exact. Simplement, on a compacté, grâce à des investissements financiers majeurs, mais aussi des investissements scientifiques très importants, on a pu compacter toutes les phases de développement des vaccins en 1 année, et heureusement, puisqu'on a pu disposer de ces vaccins à partir du début de cette année. Et encore une fois, je vous renvoie à ma question, où en serait-nous si nous n'avions pas ces vaccins? Donc, par contre, pour les enfants de moins de 12 ans, nous ne disposons pas de ces données. Les essais cliniques sont en cours pour les 5 à 11. Il y a même un essai clinique pour les 6 mois à 5 ans. Et nous disposerons de ces résultats en fin d'année. Il y a 3 questions. Sécurité, toujours en premier, bien évidemment. Efficacité et quelle dose pour les petits
on peut penser que si vaccin il doit y avoir, une dose plus faible sera administrée. Donc, quand on aura ces résultats en fin d'année, en fonction du taux d'infection des enfants, des fermetures de classes, espérons les moins importantes possibles, en fonction de la circulation du taux d'incidence du virus en général, on verra s'il est utile de vacciner. La barrière est à 12 ans, donc il est logique d'attendre 12 ans. Un enfant qui a 11 ans et 10 mois, dans 2 mois, il aura 12 ans, il pourra être vacciné. Et sur l'efficacité vaccinale, je regroupe deux questions. La première, est-ce que le ou les vaccins chez Pathogène sont efficaces sur le variant mu? Et deuxièmement, y a-t-il beaucoup de cas de réinfection par le Covid? Je pense après vaccin, mais la question se pose aussi en situation non vaccinale. Ça, c'est sûr. Donc, le variant mu. Le variant mu, c'est donc un énième spécimen de variant. Il faut savoir que des variants, il y en a des millions. L'ARN mute en permanence, et donc une fois de temps en temps, il y a une mutation qui peut apporter un avantage au virus, qui le rend plus contagieux, capable de se répliquer plus vite, un peu résistant à la réponse immunitaire. Donc ceux-là peuvent émerger. C'est ce qui s'est passé typiquement avec le Delta, qui a toutes ces caractéristiques. Le mu, il est pour l'instant essentiellement présent en Colombie, il y en a un tout petit peu en France, une quantité très très faible. Il est surveillé de près, comme tous les variants, par des séquençages assez systématiques faits de beaucoup de personnes qui s'infectent, et il n'augmente pas. Donc, ce variant mu il ressemble beaucoup aux variants bêta et gamma, c'est-à-dire brésiliens et sud-africains, qui sont un peu plus résistants à la réponse immunitaire que n'était la souche sauvage et le variant alpha. Mais à l'égard du mu, néanmoins, les vaccins restent efficaces, comme ils le sont à l'égard des variants sud-africains et brésiliens. La possibilité de faire deux infections, une infection après vaccin, deux infections, ça s'est vu typiquement au Brésil, où un certain nombre de personnes qui avaient été infectées par le virus initial, Wuhan, entre guillemets, 11 mois, 12 mois après, donc un moment où l'immunité quand même devient un peu moins forte, se sont réinfectés avec le variant dit brésilien dont je viens de parler. Et il y a quelques cas connus de ci, de là, de deux infections, donc, ce qui est soit une justification à ce qu'on a dit tout à l'heure sur une dose de vaccin après infection pour éviter cela. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce qu'on peut tomber malade après avoir été vacciné complètement? La réponse est oui. Le vaccin n'apporte pas une protection complète, mais apporte une protection très très forte, surtout, je me répète, contre les formes graves. Et c'est au moins un facteur 10, un peu plus même dans les dernières données. Donc, évidemment, il y a toutes les raisons, toute la justification possible à se vacciner pour réduire le risque d'une infection après vaccination. Mais donc, le risque n'est pas zéro. Le fait que le risque ne soit pas zéro, même si on aimerait qu'il en soit ainsi, dans un contexte où la circulation virale reste encore à un niveau assez élevé, même s'il diminue en France en ce moment, mais quand même, elle est encore assez élevée, ça justifie qu'à côté de la vaccination, on continue de respecter les mesures barrières, entre guillemets, de base, le port du masque, le lavage des mains, l'aération des salles fermées, ceci notamment dans les écoles, mais pas que, bien sûr. Ceci est indispensable, parce que les modélisateurs, les personnes qui essayent d'évaluer les risques d'évolution de la maladie, montrent que dans leurs études, si on arrêtait les mesures barrières, on ne se fiait que à la vaccination, on pourrait avoir des reprises épidémiques. Évidemment, à contrario, si on respecte les mesures barrières mais on ne se vaccine pas, là, c'est pas qu'on pourrait avoir une nouvelle poussée, c'est qu'on aurait une poussée absolument, une ou plusieurs poussées absolument dramatiques. Donc, la conjonction des deux permet d'éviter, on répète, les hospitalisations, les décès, les confinements, et permet d'avoir une vie sociale, on peut dire qu'elle soit normale aujourd'hui, mais pas loin d'être normale aujourd'hui. À peu près toutes les activités de tous ordres dans nos vies sont ouvertes, et au prix de conditions de restriction légères, le pass sanitaire par exemple, une très grande contrainte, permet de mener une vie quasi normale si on respecte ces gestes de base. Il y a beaucoup de questions s'affichent. J'en sélectionne une parce que tu es dans un institut sur les maladies génétiques, tu as parlé d'associations et de causes et des différences, mais il y a une autre question qui est posée, qui évoque une autre question génétique classique qui est sur les rapports de vraisemblance. Qu'en est-il de la situation en Israël? Un grand pourcentage de doubles vaccinés est hospitalisé. Alors, la situation en Israël, il faut ensuite quand même la compléter par des observations dans d'autres pays. C'est vrai qu'elle dénote un tout petit peu parce que malgré un taux de vaccination qui est bon, qui est inférieur au niveau français, significativement inférieur, je vais revenir dans un instant, il y a en ce moment, encore aujourd'hui, enfin non, ça commence à diminuer, mais ils ont eu une vague plus forte que nous. Ils ont aujourd'hui un taux d'incidence qui est à peu près 3 fois supérieur au nôtre.
Cela dit, c'est en train de diminuer et de ce fait, ils ont préconisé, ce qu'ils ont mis en route, c'est un rappel de vaccination assez massif pour les plus de 30 ans. Ce qu'ils observent, probablement, peut s'expliquer, par le fait qu'ils ont des foyers de population qui sont peu vaccinés, qui sont d'une part les juifs orthodoxes et d'autre part les arabes israéliens. Donc ça crée des clusters qui facilitent le développement de l'infection. Deuxièmement, ce sont eux qui ont vacciné les premiers, chronologiquement, vous vous en souvenez. Et donc, on arrive à un moment où, pour les personnes fragiles, 6, 7, 8 mois après, il y a un petit déclin d'immunité et donc un risque un peu plus important d'infection, d'où la justification, ce qui se met en place ces jours-ci en France, aussi d'effectuer des rappels de vaccination pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes malades pour éviter ce petit déclin progressif de l'immunité, le risque donc à nouveau d'hospitalisation chez des personnes âgées. On sait que les rappels permettent une réponse immune très très forte qui devrait assurer cette protection. Et par ailleurs, il faut quand même noter aussi que d'autres pays où le taux de vaccination est un peu supérieur à Israël, dont la France, mais aussi dans le Danemark, le Portugal, qui sont en tête au niveau mondial, ils ont un contrôle qui est excellent de la circulation du virus avec une couverture vaccinale qui est au top. Donc, clairement, la corrélation, le lien, mais je vais plus loin que la corrélation, le lien entre protection par la vaccination, entourée des mesures barrières, je ne reviens pas, et contrôle, je ne dis pas disparition, mais contrôle de l'épidémie et des formes graves, il est tout à fait clair. Et alors, on te relance sur la géographie, puisque oui, d'accord, mais la Suède, très peu de vaccinés, très peu de personnes infectées, et le Royaume-Uni qui vient de décider de stopper l'obligation vaccinale. Pardon de te faire ministre des Affaires étrangères. Mais... Oui, de ce que j'espère que je ne vais pas passer en vue tous les pays, parce que moment, je n'y arriverai plus. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est une bonne question. Mais oui, absolument. Alors, la Suède, ce n'est pas exact. La couverture vaccinale suédoise n'est pas mauvaise, j'ai le chiffre exact. Il est assez élevé, elle ne doit pas être très, très loin de la couverture vaccinale française. La confusion vient probablement du fait qu'au début, ils ont changé ensuite, au tout début de l'épidémie, les Suédois, contrairement à la plupart des autres pays européens, n'ont pas confiné. Et ils ont eu initialement un nombre de cas plus important et plus de décès. Donc, la situation de la Suède ne vient pas contredire ce que j'ai dit. Quant à la Grande-Bretagne, qui est pas mal vaccinée, tout petit peu moins que nous, mais pas mal vaccinée, là, on est dans la politique. Ils ont décidé de ne pas en mettre en place, ce n'est pas l'obligation, mais le pass sanitaire. Johnson vient d'annoncer que, contrairement à ce qu'ils avaient envisagé, ils ne développeraient pas le pass sanitaire comme en France, ou en Allemagne, ou en Italie. C'est leur responsabilité. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, aujourd'hui, donc c'est un tout petit peu moins bien vacciné que nous. Et par ailleurs, ils ont un taux d'incidence virale qui est entre 2 et 3 fois supérieur au nôtre. Donc leur situation est inconfortable. A contrario, l'Écosse, parce qu'en Grande-Bretagne, la situation dépend des différentes composantes, l'Écosse met en place le pass sanitaire. Et beaucoup de pays européens ont mis en place le pass sanitaire, pour des raisons évidentes d'efficacité. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que le jour de l'annonce du pass sanitaire, le président de la République, c'était le 12 juillet, jusqu'à dans les semaines qui ont suivi, on peut estimer que le nombre de personnes qui ont ainsi été incitées à se vacciner, qui attendaient, est au moins de 4 millions. Donc c'est un grand succès et qui, à mon avis, dépasse largement les quelques critiques que l'on a pu entendre ici. Sur une stratégie globale, la question de Lucas, afin d'éviter l'apparition de nouvelles choses, je traduis, ne faudrait-il pas prioriser la vaccination partout chez les adultes, notamment les pays d'Amérique du Sud, Afrique, etc., plutôt que les enfants en Europe? Oui, alors c'est une discussion importante, parce que bien évidemment, in fine, le contrôle de la pandémie et le risque d'émergence de nouveaux variants dépend de du contrôle de la pandémie au niveau mondial. Et que pour contrôler la pandémie au niveau mondial, il faut vacciner la population. Voilà. Alors d'abord, il faut dire ce qu'on oublie un tout petit peu, c'est qu'il y a, c'est largement insuffisant, mais il y a plus de 40% aujourd'hui de la population mondiale qui est vaccinée. C'est pas si mal, 3,5 milliards de personnes environ, en 9 mois. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la santé dans le monde. Ça ne suffit pas, mais on n'a jamais vu ça jusqu'ici. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il faut aller plus loin. Il y a un certain nombre de barrières qui s'opposent à la généralisation de la vaccination. C'est la production en quantité suffisante de ces vaccins. Il y a des aspects politiques. Il a été prôné, et je soutiens cette idée qu'on lève les barrières de brevets, mais même si, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, même si Biden l'a proposé, si Macron l'a proposé, l'Organisation mondiale du commerce n'a pas levé la barrière des brevets. Il faut savoir que même si l'OMC prenait cette décision demain, ça ne permettrait pas du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, de multiplier par 2
Et 3, la production vaccinale, qui est à un niveau assez élevé, parce qu'elle est sous-tendue par l'existence d'usines, de personnel hautement qualifié et de matières premières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on manque de matières premières, de verre. C'est pour ça que les vaccins sont présentés en multidose et pas en unidose, qui serait pourtant bien plus simple, parce qu'il y a une relative pénurie de matières premières. Donc, pour augmenter la quantité de vaccins, il faut augmenter la quantité de matières premières, construire des usines, former du personnel, transférer la technologie. Ça prend du temps, pas un rythme suffisant. J'espère qu'elle finira par éclairer. Mais l'Europe produit actuellement 500 millions de doses par mois. Elle exporte la moitié, ce qui n'est pas si mal. Il faut aller plus loin. Je me satisfais à la vaccination des enfants, ou comment là, on vient de l'entendre aujourd'hui, enfin, ces jours-ci, la pratique des rappels dans le monde riche, privilégié. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Enfin, ce n'est pas juste, parce qu'imaginons, à nouveau par esprit d'hypothèse, qu'on décidait d'arrêter la vaccination des adolescents et les rappels en France, en Europe et aux États-Unis, et qu'on transfère ces vaccins vers les pays pauvres. En tous les cas, pas immédiatement, parce qu'il faut une chaîne du froid, il faut des vaccinateurs. Et si on développe ces choses qui sont bien connues dans le domaine de la vaccination mondiale, pour le faire à très grande échelle, ça implique des investissements massifs. Alors ça, il faut le faire. Je pense que ça se fait, mais pas assez vite. Il y a des initiatives de l'OMS avec de fondations et d'États et la communauté européenne, d'ailleurs, qui ont mis de l'argent là-dedans. Mais ça ne va pas assez vite. On peut le critiquer. Mais je pense que opposer cela à la vaccination, de vaccination dans les deux. Il y a beaucoup de soignants t'écoutent, Alain, et une question vraiment typique. 3e injection, 2 points, est-elle prévue pour le personnel hospitalier? Je préfère parler de rappel, encore une fois. La 3e injection, c'est plutôt pour les gens immunodéprimés, pour arriver à démarrer un tout petit peu une réponse immunitaire. C'est en discussion. Il n'y a pas de décision prise aujourd'hui, mais c'est en trahir de grandes réflexions en cours. Notre conseil a réfléchi sur cette question. La Haute Autorité de Santé réfléchit sur cette question. Il y a de bonnes raisons d'aller dans ce sens. En général, que beaucoup ont été vaccinés très tôt. Je rappelle que les professionnels de santé, s'ils ont eu leur rappel en début février, ils sont maintenant, si je compte bien, 7 ou 8 mois après la vaccination. Et donc, à un moment où, dans tous les cas, chez les personnes plus âgées, l'immunité commence à décliner. Donc, on va certainement vers une vaccination des professionnels de santé. Un rythme a été qui concerne aussi les personnes âgées, les personnes malades, c'est la vaccination antigrippale, vous savez, qu'il faut faire chaque année, qui va commencer en France le 23 octobre. Et je pense qu'il serait, c'est une proposition assez opportuniste, mais dans le bon sens du terme, c'est de proposer pour ceux qui n'auraient pas encore reçu leur appel avant le 23 octobre, et bien que le même jour, c'est parfaitement faisable, ils reçoivent et leur rappel de vaccination Covid et la vaccination antigrippale. Une question dans la salle, Tristan. Oui, je me demandais si l'industriel réfléchissait déjà à designer pour le 2022. Pfizer et Moderna et Sanofi, ce qui est de bêta au moins, peut-être delta. Sanofi est en train de développer un vaccin sous forme protéine plus adjuvant, donc une 3e stratégie vaccinale plus classique, et dont on espère, si les résultats des études dites de phase 3 sont concluants, qu'ils puissent être sur le marché disponibles en fin d'année. Par contre, d'attendre ce vaccin pour se vacciner, vu l'efficacité et la sécurité. La technologie ARN, en plus, elle est suffisamment souple de synthétiser l'ARN. Après, il faut le faire en grande quantité, naturellement, à une échelle industrielle. Donc, on peut s'adapter à de nouveaux. Les Pfizer et Moderna proposent aux États, potentiellement, s'ils le souhaitent, d'acheter des vaccins qui seront fondés sur la séquence Beta ou Delta ou Beta plus le classique. Il n'y a pas aujourd'hui d'indication à passer à ce type de vaccin, parce qu'on sait, que ce soit pour les rappels ou la primo-vaccination, on a déjà dit que ces vaccins sont très efficaces. Mais ces vaccins-là pourraient être logiquement utilisés si on devait voir des variants à partir de Delta, ce qui ne paraîtrait pas.
qui éventuellement nous enquiquinent dans l'avenir. Donc, il y a pas de réflexion, d'action qui va dans ce sens, mais en sachant que l'application n'est pas nécessaire aujourd'hui. On verra ce qu'il en est dans quelques mois. Je passe sur la vaccination hétérologue parce que une question sur quelle explication donner aux personnes ou personnels qui deviennent magnétiques après la vaccination. Magnétique. Mais il y a peut-être une faute d'orthographe. Je pense à une des très nombreuses fausses nouvelles qui disent que monsieur le vaccin va permettre de nous suivre, etc., donc, qui est du délire absolu. Et on ne devient pas magnétique après le vaccin. Ah oui, je sais pourquoi, parce qu'il a été dit qu'après au lieu de vaccination, si on a un objet métallique, ça reste collé dessus. C'est ça l'histoire. Donc, il y a un aimant, il y a du métal dans le vaccin. Eh bien, écoutez, c'est faux. C'est ça. Très bien. On ne devient pas magnétique. Par contre, on devient protégé. Indication rare, mais peut-être existante, véritable, parce qu'un patient, un de nos patients à php.centre, dans un des dizaines de centres de référence, a une maladie génétique véritable. L'exemple assez purpura thrombopénique. Purpura thrombopénique n'est pas une contre-indication. Les enfants antérieurs, il y a des adultes qui évidemment développent les purpuras thrombopéniques, une maladie auto-immune, ou d'avoir eu une maladie auto-immune. Vaccination. On n'a pas observé chez les 3,5 millions de personnes déjà vaccinées de pousser l'auto-immune déclenchée. Au contraire, si on a... Donc, il faut absolument se vacciner. De la Caisse nationale d'assurance maladie. Il y a encore, en fonction des maladies, 10 à 15% d'atteinte de maladie auto-immune vaccinées. Et donc, il faut que ces personnes se vaccinent, que les médecins vaccinent parce qu'elles sont rarissimes. C'est surtout des contre-indications à une seconde dose de vaccin. Par exemple, s'il y a eu un choc anaphylactique très sévère, ça concerne au maximum quelques dizaines de... Une autre complication pas eu jusqu'ici, qui est géré de faire la contre-indication primaire. Eh bien, il y a, pour l'instant, on considère que quelqu'un qui a une maladie cardiaque évolutive, type myocardite, c'est plutôt bien d'attendre. C'est une contre-indication temporaire. Et puis, il y a peut-être une maladie rare. Ce n'est pas encore formellement établi, mais nous avons fait la proposition, compte tenu de ce que les spécialistes nous ont indiqué, qui est ce qu'on appelle en termes communs la maladie de Pierre, c'est la fibrodysplasie ossifiante. C'est une maladie extrêmement rare. Il y a une centaine de cas en France, maladie terrible où les personnes développent des os, une ossification dans les tissus. Donc c'est terrible, ces personnes deviennent obligées. Et il a été montré, je répète ce que j'ai entendu, que ces personnes, malheureusement, chaque fois qu'on leur fait une injection, localement, il y a une ossification qui se passe. Donc ça paraît raisonnable de surseoir à la vaccination de ces personnes, sauf malheureusement pour elles, au stade, parce que ça arrive, ils développent une insuffisance respiratoire, parce que là, le risque lié au Covid sur l'insuffisance respiratoire l'emporte sur les risques de l'ossification. Mais vous voyez qu'on est dans des situations exceptionnelles. Mis bout à bout, les contre-indications à la vaccination concernent peut-être quelques... J'espère qu'on ne verra pas apparaître dans les tout prochains jours des tentatives de s'abstenir de la vaccination parmi les professionnels de santé fondées sur des certificats médicaux de complaisance. Sachez que les certificats de contre-indication doivent être étayés, cela est très clair dans les textes, sur des avis de spécialistes ou l'objet d'une discussion pluridisciplinaire entre spécialistes de médecins, et que les autres certificats ne peuvent pas être acceptés. Pas de certificat de complaisance, s'il vous plaît, de la responsabilité largement évoqué, tant en termes d'efficacité, de sécurité que de solidarité, d'éthique de ce que doit être un soigné. Une dernière question dans la salle, il y a une dernière dans le chat, Autolibère. Laure Wauquiez. Dans un institut à recrutement international comme le nôtre, on peut être amené à avoir
des postdoctorants, des doctorants qui arrivent avec un... Merci de cette question qui fait l'objet de beaucoup de discussions, mais je pense que maintenant on est au bout de cette discussion. Alors, il y a finalement 3 situations. Les personnes qui ont reçu les vaccinations complètes par des vaccins qui sont autorisés occidentales, donc Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. Pour celles-là, il y a juste une transposition à faire qui n'est pas compliquée pour qu'ils obtiennent le pass sanitaire. Une situation simple, petite démarche administrative, mais simple. Deuxième situation, des personnes qui ont reçu des vaccins homologués par l'OMS, mais pas homologués par l'Agence européenne du médicament. Il y en a 2, ce sont les vaccins chinois, Sinovac et Sinopharm, qui sont des vaccins fondés sur des virus inactivés. Ces vaccins sont partiellement efficaces, mais clairement significativement moins efficaces que les vaccins ARN. Donc, ce qui est demandé à ces personnes, c'est de recevoir une dose de vaccin ARN, ce qui les pénalise peu, parce que d'une part, ça va les protéger beaucoup mieux, et 2, 7 jours plus tard, ils peuvent avoir leur passe sanitaire. Donc, pas de grande période d'attente et pas nécessité de répéter des PCR trop souvent. Troisième situation, moins favorable, c'est des personnes qui ont reçu un vaccin non homologué par ni l'Agence européenne du médicament, ni l'OMS. C'est le cas du Sputnik et de quelques autres. Là, on considère que, faute d'informations convaincantes sur l'efficacité de ces vaccins, ces personnes doivent être complètement vaccinées. C'est très clair, merci Alain. Alors, si c'est sur le sujet. Policiers. Pourquoi les policiers ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale? Alors, je pense que pour les infirmières d'éducation nationale, ce n'est pas exact. Tout personnel de santé et social, au sens le plus large, sont soumis à l'obligation. Je ne crois pas me tromper. Je peux vérifier, mais je ne crois pas. Concernant les routiers, je ne vois pas trop pourquoi plus les routiers que les chauffeurs de taxi ou d'autres. Les chauffeurs de taxi, on sait qu'ils sont un peu plus exposés que la moyenne des concitoyens. Ou les policiers. Les policiers, c'est à la marge. Enfin, la marge. Ce que je veux dire, c'est vrai que ce n'est pas très, très loin. Les pompiers sont concernés et pas les policiers. Si demain, les policiers devaient être soumis à l'obligation vaccinale, ça ne me paraîtrait pas inconcevable. La philosophie de l'obligation vaccinale, après, forcément, il y a un dégradé, les choses ne sont jamais blanc-noir, c'est qu'il faut rendre obligatoire la vaccination chez les personnes qui sont en contact, de façon répétée, qui sont exposées au contact de personnes fragiles. Clairement, toutes les personnes de santé, quelle que soit leur fonction. Les pompiers, parce qu'ils sont souvent amenés à faire du premier secours, les policiers un peu moins, donc c'est à la limite. Les routiers, je ne vois pas trop bien pourquoi les routiers devraient être soumis à l'obligation vaccinale. Je pense que la logique autour des professionnels de santé est solide. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans d'autres pays ce qui se passe. Tous les pays n'ont pas recours à l'obligation vaccinale, ça dépend des circonstances, mais l'Italie a débuté une obligation vaccinale des professionnels de santé avant nous, et cela marche très très bien. Le jour fatidique, le 15 septembre, entre guillemets, de l'Italie, je ne sais plus quand c'était, il ne restait plus que 4000 personnes, parmi, je ne sais pas, 2 millions de personnes au moins, en Italie, qui étaient professionnels de santé ou dans le domaine social proche de la santé, qui n'étaient pas vaccinés. Et j'ai envie de penser que la même sagesse prévaudra en France, le même sens des responsabilités, même si certains attendent à toute dernière minute. J'ai envie de penser qu'in fine, on devrait être proche et donc avec une situation où les professionnels de santé sont vaccinés, sont protégés et protègent leurs malades, ce qui est, je le rappelle, l'objectif unique et fondamental de l'obligation de vaccination des professionnels de santé. Alain, une confirmation pour quelqu'un qui n'a pas bien entendu. Tu confirmes que les personnes vaccinées par Sputnik, c'est la catégorie 3, on leur demande de se faire vacciner en France, schéma complet. Absolument. D'accord. Merci. Et puis la toute dernière question, si tu as une minute, plus qu'une minute. Que penses-tu des nouvelles voies d'administration des vaccins, telles que voie nasale? Que peut-on en attendre? La dernière. C'est une question extrêmement logique, puisque l'infection, elle vient par voie nasale. Globalement, par la sphère rhinopharyngée, c'est là que l'infection débute. On sait que les cellules qu'on appelle épithéliales, qui bordent toute la cavité nasale, la gorge, sont les cellules les plus sensibles à l'infection. Il y a 1 heure, il vient d'avoir un séminaire scientifique à Imagine sur cette question, qui est un sujet de grande intensité de recherche. Donc, il est logique, on aimerait beaucoup induire une protection locale immédiatement au niveau du nez à la gorge, là, qui est exposée en premier chef lorsqu'il s'avère qu'on est infecté. Alors, ce n'est pas simple, il est beaucoup plus difficile
d'induire une immunité muqueuse, comme on dit, c'est le terme consacré, une immunité systémique par injection intramusculaire. Mais il y a plusieurs projets de recherche, plusieurs vaccins en train d'être testés qui vont selon cette stratégie. Ce serait formidable d'avoir de tels vaccins, ça éviterait la piqûre, qui est un désagrément, je sais qu'elle fait peur à plusieurs personnes, même si c'est un petit désagrément, je me répète, mais si on peut l'éviter, ce serait magnifique. Et si on pouvait induire d'emblée une immunité nasale et au niveau de la gorge, ce serait parfait. On n'y est pas, mais peut-être qu'on l'aura dans quelques temps. Alain, merci infiniment. Il y a eu beaucoup de compliments, beaucoup de remerciements. J'en sélectionne un de M. Mangoni parce que je crois qu'il est non seulement il résume tout ce qui a été dit, puis il fait une proposition. Cette conférence est très instructive et accessible. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas en organiser une sur une chaîne nationale et ainsi toucher le plus de monde possible? On t'applaudit, Alain. Merci beaucoup. À bientôt sur TF1. Ouais, je suis assez d'accord, à vrai dire, mais la balle n'est pas absolument dans mon camp. Même si on va essayer de s'en occuper. Les approches ont été faites, mais n'ont pas abouti à Parce que c'est vrai que c'est formidable, c'est très, très sous forme de fragments. Ouais. Alors, je pense que ça a fait un tour de force et on était au pic à l'Acmé vers près de 300. Merci beaucoup, Alain.